Alors, dans le cours précédent, j'ai commencé à passer en revue les indices qui permettent de penser que le possesseur des ouvrages conservés dans la jarre découverte en 1905, Dioscore d'Aphrodite, avait fait office d'enseignant du second degré. Autrement dit, grammatikos. Alors nous avons vu que son exemplaire d'Homère et de Scolie à l'Iliade avait dû servir à des cours de littérature. Mais la formation que reçoit l'élève lorsqu'il se trouve entre les mains du grammatikos ne se limite pas aux belles lettres. Elle s'étend aussi au monde des chiffres, qui forme ce que l'on appellera plus tard au Moyen Âge le quadrivium, composé de 4 disciplines, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie, tandis que les disciplines littéraires, la grammaire, la rhétorique et la dialectique sont connues sous le nom de trivium. Alors, l'articulation de ces 4 disciplines a été théorisée depuis longtemps dans le monde grec et explique qu'elle ait fait l'objet d'une initiation à l'école. Comme le rappelle l'auteur qui nous suit déjà depuis le début des cours de cette année, Quintilien, quant à la mathématique, et alors Quintilien utilise en latin le mot géométria, qui comprend à la fois l'arithmétique et la géométrie proprement dite, on convient que, par certaines parties, elle est utile à la tendre enfance. On s'accorde sur le fait qu'elle éveille l'esprit, qu'elle aiguise l'intelligence et qu'elle accélère les capacités d'assimilation. Mais on estime qu'à la différence des autres sciences, elle n'est pas utile une fois qu'on l'a assimilée, mais au moment où on l'apprend. On est bien loin de la situation moderne où les disciplines littéraires sont reléguées dans le champ de l'inutile. Quintilien, alors là, Quintilien exposait l'avis, la doxa, l'opinion commune, mais Quintilien, lui, est d'avis que l'arithmétique peut servir plus tard et que, je le cite, la connaissance des nombres est nécessaire à l'orateur. L'orateur à la formation duquel, je le précise, est destinée l'institution oratoire. Elle peut en effet servir très concrètement, par exemple, nous raconte Quintilien, dans un procès où l'avocat se ridiculisera s'il compte mal. C'est donc à une application très pratique de la science des nombres que Quintilien songe. Les papyrus, qui, parmi les disciplines du quadrivium, témoignent presque exclusivement de l'enseignement de l'arithmétique, montrent que les maîtres d'école, évidemment, ne s'aventuraient pas dans les hautes sphères de la mathématique, mais se limitaient aux opérations de base qui étaient propres à servir dans la vie de tous les jours, l'étape de multiplication notamment et l'étape de fraction. Alors je propose de rattacher à ce type d'enseignement un autre papyrus de la jarre de Dioscore. C'est un papyrus qui se trouve aujourd'hui à Londres, qui contient un ensemble de tables de conversion métrologique écrites de la main de Dioscore au verso d'un document dont la date est perdue. Alors ces tables sont divisées en 3 sections. Alors, la première, qui va des lignes 2 à 59 et 60 à 69, la première compare entre elles, de façon non systématique, des mesures, avant tout de capacité, et accessoirement aussi des mesures de poids, à savoir l'artab, le modius cumulatus, le modius xistus, le dimation décimal et le dimation duodécimal, le mation, le ment, le cumulum, la chénis, le setier, la livre et l'once. Alors, les formules de conversion fonctionnent sous la forme de questions-réponses. On a déjà vu que l'école était friande de ce type de présentation. Donc, je vous donne juste un exemple. Modioi xustoi possas artabas, sous-entendu écoussine. Donc, les maudits xisti contiennent combien d'artabes? Et la réponse est après, multiplié par 3, divisé par 10. Les artabes contiennent combien de maudits xisti? Multiplié par 10, divisé par 3.
Alors, la deuxième section de ce papyrus, qui va de la ligne 71 à la ligne 78, donne des instructions pour mesurer les capacités de divers objets, comme un silo, en grec thésauros, un bateau, un canal, un réservoir, un mur, un petit peu comme dans nos exercices d'école où on utilise des exemples très concrets pour inculquer des opérations mathématiques. Et la troisième section est consacrée aux mesures de longueur. Alors, vous voyez qu'il s'agit là d'arithmétique extrêmement pratique, puisque limitée évidemment au champ des mesures, qui, du fait de leur multiplicité, de leur variabilité selon les lieux, constituaient pour les anciens un vrai casse-tête. Mais ce papyrus, vous allez me dire, a très bien pu être compilé par Dioscore pour son propre usage. Et rien ne dit qu'il s'en soit servi comme un instrument pédagogique dans le cadre d'un enseignement. Or, un autre exemplaire de ces tables, encore inédit, est passé inaperçu et vient, je crois, conforter mon hypothèse d'un texte à finalité scolaire. Il est là. Il se trouve au verso d'un contrat grec actuellement à Berlin et provenant des archives de Dioscore. Contrat auquel j'ai pu raccorder un tout petit fragment qui, lui, se trouve à Londres. Alors, il s'agit d'un duplicatum écrit par une autre main, probablement sur le modèle du premier, celui que je vous ai montré avant. Certains oublis en font en effet une copie de qualité inférieure, peut-être d'ailleurs prise sous la dictée. Il n'est d'ailleurs pas impossible que cette copie soit de la même main que l'auteur du codex de tables verbales dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, le problème, c'est que la nature de ces tables métrologiques, qui sont constituées de mots abrégés avec des symboles, des chiffres, rend évidemment la comparaison avec les tables verbales très difficile à faire. Donc cette copie a très bien pu être réalisée à la même époque que les tables verbales. Aussi, suis-je tenté d'y voir un nouvel indice d'un enseignement dispensé par Dioscore, cette fois-ci de nature non littéraire. Alors, cette vue est corroborée par deux autres exemples de tables de conversion métrologique qui sont à peu près contemporaines de nos deux papyrus, mais qui proviennent d'autres sites. Or, le support de l'une, vous voyez une tablette enduite, confirme bien une ambiance scolaire, tandis que l'autre, qui est un papyrus, contient, outre un début d'exercice d'écriture interrompu, là, c'est ici, il faut le mettre à l'envers, où vous voyez au nom de la Sainte, et on s'arrête là. Évidemment, c'est la Sainte Trinité. C'est ce type de formule qu'on trouvait toujours au début des documents. Donc, vous voyez que ce papyrus, en plus de cet exercice d'écriture, contient dans la partie purement métrologique tellement de fautes en si peu de lignes qu'on ne peut avoir affaire qu'à un élève encore vraiment peu aguerri. Alors, les années de formation avec le Grammaticos se terminaient avec une initiation à la rhétorique, qui constitue normalement l'objet du dernier cycle, celui du rhéteur ou du sophiste. Quintilien reproche au maître de rhétorique, au début du livre 2 de son institution oratoire, de négliger l'enseignement de certaines bases, avec pour conséquence que c'est le maître de grammaire qui a dû les prendre en charge. Alors, je le cite, « Ce qui constituait la tâche initiale dans une discipline est devenu la tâche finale dans l'autre, et d'autre part, à l'âge où il doit se consacrer désormais à des études supérieures, vous entendez évidemment les études de rhétorique, l'élève stagne dans une école de niveau inférieur et il fait de la rhétorique chez les grammairiens, donc les maîtres de grammaire. Alors, cette anticipation, quoi qu'en dise Quintilien, a ses vertus. Elle permet évidemment à des élèves qui ne pourront pas se payer le luxe d'études supérieures de recevoir une teinture de rhétorique qui leur sera bien utile dans leurs activités futures. Alors, notre Grammaticos Dioscore n'échappe pas à la règle. Il a, je crois, enseigné les bases de la rhétorique à travers deux types de textes, l'un théorique et l'autre pratique.
Alors, appartient à la première catégorie ce feuillet, recto verso, je vous montre juste une face là, contenant une vie d'Isocrate, qui est quand même un des plus célèbres orateurs de l'Athènes classique, et quelques notions de rhétorique qu'il a compilées lui-même. Alors, la partie droite, que vous avez encadrée à l'écran, la partie droite du recto, ainsi d'ailleurs que probablement le verso, donne une version de la vie d'Isocrate qui, selon son dernier éditeur, Carlini, je le cite, semble aligner de façon schématique et désordonnée des données traditionnelles pas toujours bien comprises, au point de suggérer qu'on a à faire un travail scolaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Carlini. Cette conclusion est renforcée par la partie gauche du verso, ou du recto, séparée de la vie par une décoration, vous voyez. Alors, on y voit dans cette partie, synthétisée de façon très télégraphique, dirais-je, des notions élémentaires de rhétorique que la perte, évidemment, du bord gauche rend difficile à reconstituer et à comprendre. Alors, la ligne 2 à 5, dans la ligne 2 à 5, eh bien, il est question des fins de la rhétorique et de ses diverses formes que je propose de restituer ici d'après un texte parallèle de Sextus Empiricus. Alors, vous voyez, hein, le but, un télos de la rhétorique en général, c'est la persuasion, peito. Le but du genre délibératif, car vous savez que la rhétorique était divisée en 3 genres, le genre délibératif, le genre encomiastique, c'est-à-dire de l'éloge, et le genre judiciaire, eh bien, le but du genre délibératif, c'est l'utile, le but du genre encomiastique, c'est le beau, et le but du genre judiciaire, c'est le juste, hein, to dikaion. Alors, qu'a-t-on ensuite? On aperçoit ici juste psogos, hein, le blâme, qui est aussi un des exercices préparatoires à la rhétorique et qui est l'opposé de l'encomion, de l'éloge. À la ligne 16-17, on a quelque chose de très endommagé, mais qu'on peut restituer de la façon suivante. Il s'agit en fait d'une énumération des constituants du discours rhétorique. Les 3 parties d'un discours rhétorique complet sont le préambule, les débats et l'épilogue. Alors, je tiens à préciser qu'il manque une partie, puisque la tradition est unanime à diviser en 4 les parties du discours, hein, le préambule, la narration, le débat et l'épilogue, mais Corax avait inventé un discours en 3 parties, comme le raconte le préambule à la rhétorique, qui a été édité en 2008 par Patillon dans la collection des Belles Lettres. Cette tripartition concerne le discours délibératif auquel il manque justement les diégéseis, c'est-à-dire auquel il manque les narrations. Et donc il est possible que, ici, dans la lacune, il faille restituer quelque chose comme symboluticou, logu, c'est-à-dire donc les 3 parties d'un discours délibératif. Alors ensuite, il ne reste plus que des bribes. On lit encore 3 parties de quelque chose, on ne sait pas quoi. Il est question de conclusion et il est question de la synkrisis, c'est-à-dire la comparaison, qui est aussi un des exercices préparatoires à la rhétorique, tout comme le psogos, tout comme l'encomion. Alors la nature scolaire de ce texte, qui me semble évidente par son contenu, est confirmée par sa forme. Nous n'avons pas affaire à un codex réalisé en bonne et due forme, mais à un feuillet regroupant des textes disparates, des définitions, une vie, selon une présentation peu soignée, malgré la décoration, et on trouve aussi des décorations dans des papyrus scolaires. On notera même que le verso est tête bêche,
a été écrit tête bêche par rapport au recto, ce qui est typique des documents de Dioscore. Quand Dioscore avait écrit sur un feuillet, plutôt que de retourner le feuillet quand il voulait écrire sur l'autre face, eh bien, il le faisait pivoter de haut en bas. Par ailleurs, la combinaison d'un récit et de notions théoriques, où le caractère vivant et anecdotique du premier compense l'aridité, on va dire, des secondes, est typique de ce qu'on attend aussi d'un enseignant pédagogue. Elle rappelle, mutatis mutandis, la vie et les sentences de Secundus, qui associe, dont j'ai parlé précédemment, qui associe aussi un récit à des définitions sentencieuses. Alors là encore, ce feuillet a pu être écrit par Dioscore pour sa propre instruction. On sait qu'il appréciait Isocrate, on a un de ses poèmes où il parle d'Isocrate, mais Dioscore n'était pas un érudit, et sa bibliothèque ne contenait aucun ouvrage de littérature technique. Ce feuillet me semble ne plus y faire figure d'intrus si on y voit une modeste réalisation pédagogique que Dioscore destinait à un enseignement des rudiments de la rhétorique qu'il aurait dispensé à ses élèves. Ces rudiments, purement théoriques, à travers les petites définitions qu'on vient de voir, sont cependant bien insuffisants pour apprendre aux élèves l'art du discours. Celui-ci doit avant tout passer par la pratique. Or, celle-ci est enseignée par le grammatikos à travers ce qu'il est d'usage d'appeler, j'en ai souvent parlé depuis le début des cours de cette année, les exercices préparatoires à la rhétorique, les progymnasmata. Comme le rappelle Quintilien, à la grammaire et à l'explication des auteurs, qui constituent les deux parties principales du programme du grammatikos, eh bien, il faut, je le cite, il faut ajouter les exercices préparatoires à l'expression, primordia dicendi, pour ceux dont l'âge n'est pas encore en mesure de recevoir l'enseignement du rhéteur. Et il cite ensuite dans son texte les exercices les plus faciles, les fables, les maximes et les cris, les exercices les plus faciles dont nous avons vu que le maître du papyrus Bourrion les avait choisis pour mettre ses écoliers en contact avec des textes de la littérature, anticipant sur leur mise en pratique à laquelle, évidemment, ils auraient à s'exercer quelques années plus tard chez le grammatikos et ensuite chez le rhéteur. Alors, il se trouve que Dioscore a laissé une cinquantaine de poèmes autographes, toujours dans cette fameuse jarre, dont une partie relève du genre des progymnasmata. En effet, si la grande majorité des poèmes de Dioscore sont des éloges adressés à des personnalités vivantes, à des hauts dignitaires qui pouvaient l'aider, eh bien, une dizaine de pièces font en effet figure un peu d'intrus, dans la mesure où ces pièces n'ont aucun lien avec des personnages vivants et traitent pour la plupart de sujets homériques ou post-homériques. Alors, vous avez la liste à l'écran, vous avez une étopée d'Apollon. Alors, j'ai déjà parlé de l'étopée, je vous rappelle que l'étopée, c'est un exercice préparatoire qui consistait à faire tenir, à composer un discours prononcé par un personnage, en règle générale connu, en essayant de respecter son ethos, c'est-à-dire son caractère, d'où le nom d'étopée. Donc vous avez ici une étopée d'Apollon. Quelles paroles prononcerait Apollon après qu'Hyacinthe et Daphné ont été transformés en végétaux au même endroit? Une étopée d'Achille. Quelles paroles prononcerait Achille mourant par la faute de Polyxène? Étopée sur la mort d'Achille encore. Une étopée d'Homère sur laquelle je reviendrai. Une étopée d'Homère à nouveau. Des éloges de poèmes homériques. Une étopée de Polyxène encore. Le martyre de Calandos, un texte assez mystérieux et assez obscur, et le début d'un poème de nature indéterminée où il est question d'une muse. Alors, pour vous donner un petit peu un exemple de ces poèmes, de cette veine progymnasmatique de la poésie de Dioscore, eh bien, je vous propose de vous lire et de vous montrer plus en détail l'étopée qu'il a fait prononcer à Achille.
quelle parole prononcerait Achille mourant par la faute de Polyxène? Alors, je vous rappelle que Polyxène est une princesse troyenne, fille de Priam, dont Achille est tombé éperdument amoureux, et c'est précisément en se mariant en secret avec elle qu'il a été assassiné par le frère de Polyxène, par le frère de Polyxène, Paris, d'un coup de lance. Bon. Alors, voilà pour le titre. Le poème commence après. Désir vient de se révéler enfant chéri de mort, portant un message d'amour en même temps que de malheur. En vérité, Hadès utilise les épouses troyennes pour enfanter un moyen d'enterrer l'Éacide. Je vous rappelle que Achille est le petit-fils d'Éaque, tout son nom d'Éacide. La beauté de Polyxène. Le désir de jeune femme à la belle chevelure a pris la forme de la lance d'Arès. Et là, le poème s'interrompt, il y a une lacune. Bon. Vous voyez que ce poème commence avec un titre qui est absolument typique des étopées, Tinas an eipe logus. Quelle parole prononcerait un tel dans telle situation? Alors, ça peut être un personnage historique connu, ça peut être aussi un personnage, par exemple un agriculteur, un roi, etc. Donc ça, c'est la forme canonique que revêt un titre d'étopée. Alors l'étopée se trouve être un genre considéré par certains comme le plus parfait des progymnasmata, d'où le fait qu'on l'ait utilisé à l'école, qu'on l'ait fait faire à l'école. En tout cas, c'est celui qui a laissé dans la documentation papyrologique le plus de témoignages, ce qui est un indice évidemment de sa place centrale dans le dispositif pédagogique de l'époque. Aussi n'est-il pas étonnant que ce soit justement l'exercice le plus représenté dans les poèmes progymnasmatiques de Dioscore. Alors, dans la mesure où, comme je l'ai rappelé dans mon cours d'introduction, les poètes de l'Antiquité tardive se sont appropriés les genres progymnasmatiques, les genres rhétoriques, en ont fait des cadres d'une nouvelle poétique, alimentant la dynamique de leur inspiration, eh bien, on pourrait voir dans ces poèmes, soit des exercices que se serait imposé Dioscore pour développer sa virtuosité poétique, soit même des productions conçues comme indépendantes, selon le principe de l'art pour l'art. Alors, c'est la position développée par Eugenio Amato et Gianluca Ventrella, qui, dans la liste des étopées connues jusqu'au XIVe siècle, qu'ils ont donné en 2005 dans la publication dont le titre est à l'écran, ont classé les étopées de Dioscore dans la catégorie des étopées littéraires, vous voyez, au même titre que Georges Grammairien, Jean de Gaza, Procope de Gaza, Sévère d'Alexandrie, etc. Alors que les autres étopées qui nous sont parvenues sur papyrus, eh bien, sont classées par ces deux auteurs comme des étopées scolaires. Donc, vous voyez, étopées littéraires, étopées scolaires. Bon. C'est peut-être aussi parce qu'elles ont été considérées comme des œuvres littéraires à part entière que ce pan de l'œuvre poétique de Dioscore a été le plus mal jugé, et que, par la critique moderne. Ainsi, le premier éditeur de ce poème que je viens de vous lire, Jean Maspero, eh bien, ainsi concluait-il son introduction au papyrus par la remarque suivante. Le travail reste inachevé, ce qui n'est pas regrettable, car il s'annonçait comme franchement absurde. Mais si on fait, comme je le propose, de ces poèmes des poèmes d'école, eh bien la perspective n'est plus exactement la même. Et ils prennent ainsi leur vrai sens à la lumière des autres papyrus dont je vous ai parlé, complétant le dispositif pédagogique mis en œuvre par Dioscore dans son activité d'enseignement. D'ailleurs, l'hypothèse de poèmes conçus par Dioscore selon le principe de l'art pour l'art est assez peu vraisemblable,
quand on prend un peu de hauteur face à l'ensemble des documents qu'il a laissés, je ne crois pas que Dioscore se soit considéré comme un poète dans le sens plein du terme, loin d'être un art pratiqué pour le plaisir, envisagé sous l'angle de la gratuité ou permettant d'assouvir des intérêts, des ambitions intellectuelles ou esthétiques. Eh bien, la poésie est conçue par Dioscore comme un moyen qui sert ses intérêts personnels dans des situations où elle apporte une plus-value par rapport à la prose. D'où les poèmes qu'il a composés à de hauts fonctionnaires pour leur demander de l'aide. Dioscore pratique la poésie de façon intéressée. Qui, évidemment, cette poésie intéressée ne permet pas de rendre compte de ces pièces si on leur octroyait à leur tour une fonction pratique et utilitaire. C'est pourquoi bien, je suggère d'y voir des poèmes composés à l'attention des élèves pour leur enseigner à la fois la rhétorique, ou plus exactement, vu leur forme métrique, la rhétorique poétique, et des notions de mythologie, d'histoire mythique. Elles pourraient même être des sortes de corrigés à des exercices que Dioscore aurait pu proposer à ses élèves. Alors cette fonction se dégage de façon plus éclatante encore d'un groupe de 3 poèmes que j'ai eu l'occasion d'étudier dans un précédent séminaire et que j'ai eu l'occasion évidemment d'éditer récemment. Ce sont des poèmes qui sont copiés l'un à la suite de l'autre sur un papyrus au milieu de documents qui sont datés d'octobre et novembre 569, ce qui date très précisément la composition de ces poèmes. Alors, voilà le papyrus, vous voyez, il s'est brisé, c'est qu'un vers sur 5, il s'est brisé en de nombreux morceaux, il a noirci, ce qui rend la lecture extrêmement difficile, je ne vous le cacherai pas, mais heureusement l'acte en copte qui se trouve être copié sur le verso, enfin sur l'autre face, en fait c'est le recto, a permis de reconstituer la succession des fragments et surtout le recours à la photographie infrarouge, comme vous le voyez à la droite de l'écran, eh bien, a rendu lisible ce qui auparavant ne l'était pas, ou en tout cas ce qui était jugé désespéré par Jean Maspero. Alors, il s'agit de poèmes tournant autour de la figure d'Homère. On a 2 épopées d'Homère, qui sont les seules connues prononcées par Homère, et un éloge, un encomium des poèmes homériques. Alors, ces pièces sont des ovnis dans la production poétique de l'Antiquité. Je voudrais vous les lire, même si malheureusement ils sont endommagés, même avec la photographie infrarouge. On n'arrive pas à lire tout ce qu'il y a sur ces fragments. Alors, premier texte. Quelle parole prononcerait Homère demandant à Thétis de lui montrer Achille en armes? Alors, le texte est abîmé, il y a des trous partout. Dame Thétis, prépare, lacune, ton fils, lacune. Comme avant dans les guerres, domptant tout avec ses armes, comme avant dans les guerres, excellant dans la mêlée, brandissant son épée et son arc argenté, à la tunique d'airain, portant, lacune, afin que je dise, donc moi, Homère, que je dise par écrit Achille le mortel dans mes livres qui relatent les œuvres de guerre, vraie merveille à voir, lacune, abattie d'un impitoyable airain. Bon. Je chante le rejeton immortel des Éacides, lacune, dans l'insatiable combat. Alors, on a plus de chance avec le 2e poème, qui est un peu moins abîmé, même s'il est incomplet. C'est encore une étopée avec exactement le même titre. Quelle parole prononcerait Homère demandant à Thétis de lui montrer Achille en armes? Montre-moi ton fils, ô divine entre les déesses. Donc vous voyez Homère qui parle à un de ses personnages. Montre-moi ton fils, ô divine entre les déesses, excellant à lancer le javelot, le rejeton de l'arrogant Éacide. C'est un être à la bravoure innée, né pour un malheureux destin, partout acclamé que je mets par écrit. Un être immortel, ou être immortel, livre qui relate ce qu'a accompli lacune. J'apporte à tous un livre qui relate la vérité,
qui contient les terribles épreuves causées du vivant d'Achille aux innombrables vertus de toutes sortes par l'artificieuse Tyndaride, c'est-à-dire Hélène, si célèbre parmi les humains, source d'amères querelles. Et puis, on a un troisième texte qui est celui qui apparaît à l'écran, éloge des poèmes homériques, eis ta Homéria. Puisses-tu vivre toujours, Homère, ton temps jamais ne périra. Tu es l'auteur d'un livre si mélodieux, qui contient totalement, lacune, livre toujours vivant à la dense sagesse et renfermant des vérités à répéter, qui annonce partout une lacune, éloquent parmi les meilleurs. Et alors là, on a une série de trous dans le papyrus ou des parties abrasées qui ne permettent pas de saisir le sens. Il est question du ciel, du disque étincelant de la lune, des astres. Alors, est-ce qu'il est question des connaissances astronomiques que l'on trouve dans les poèmes homériques ? Et puis, on termine par probablement une comparaison avec les mauvais poètes ou les poètes plus faibles, les chanteurs d'hymnes faibles connaisseurs des règles du beau chant. Et il est question à la fin du désirable et inimitable Homère. Alors, ces poèmes, vous voyez, relèvent de deux genres, l'étopée et l'éloge, l'encomion, qui sont, je l'ai dit, tous deux des exercices préparatoires à la rhétorique. On notera que le premier sujet a été traité deux fois, sous deux formes différentes, ce qui pourrait conforter la nature pédagogique de ces textes. Dioscore a très bien pu proposer deux versions pour montrer la variation avec laquelle on pouvait traiter le même sujet. Mais surtout, vous voyez, le thème est purement scolaire. Il s'agit de célébrer l'auteur qui est constamment lu, qui est constamment étudié à l'école, Homère. Donc ces poèmes, d'une certaine manière, offrent la quintessence d'un poème à visée scolaire. Par sa forme, eh bien, il inculque évidemment les règles d'un des exercices rhétoriques les plus pratiqués à l'école, et par son sujet, eh bien, il exalte la figure centrale du programme scolaire. Alors, vous aurez noté que tous les progymnasmata de Dioscore sont en vers, alors même que les manuels de progymnasmata que nous avons, qui ont été préservés par la tradition manuscrite, proposent des exercices en prose. Les autres papyrus purement égyptiens de nature progymnasmatique confirment le recours privilégié à la forme versifiée. Alors, les raisons de cette préférence de cette exclusivité même du vers sont multiples. Alors, outre la place prépondérante de la poésie dans la création littéraire de l'Égypte de l'Antiquité tardive, qui faisait dire à Eunape dans sa vie des sophistes que les Égyptiens étaient un peuple fou, mainontai, de poésie, l'usage de la poésie pour les progymnasmata s'explique avant tout par la fonction primordiale de la poésie dans l'enseignement grec de l'Antiquité, dans laquelle, je le répète, Homère, omniprésent, est à la fois la fin et les moyens de cette formation. Alors, on ne s'étonnera pas que les sujets des poèmes dioscoriens tournent autour d'Homère, de son œuvre ou d'œuvres postérieures qui sont rattachées au cycle troyen. Et quoi de plus naturel, évidemment, que d'user pour cela du vers homérique par excellence, c'est-à-dire l'hexamètre dactylique. Du reste, l'étopée est un exercice qui, depuis longtemps, était étroitement lié à la poésie. Quintilien faisait déjà remarquer qu'il, et je le cite, qu'il profitait hautement aux poètes, tandis que les manuels de rhétorique plus tardifs voyaient en Homère le premier des auteurs d'étopée. L'étopée s'est donc assez tôt spécialisée dans le domaine de la poésie. Mais on aurait tort de penser que cet exercice n'avait d'autre finalité que de former de futurs poètes. Telle n'était pas la mission
du grammatikos. Les vertus qu'exige cet exercice, celui d'adapter son discours au caractère d'une personne et à une situation donnée, eh bien, sont celles requises pour n'importe quel type de communication écrite ou orale. Le premier qui a établi la liste définitive des exercices préparatoires à la rhétorique, Aelius Théon, constitue au 1er siècle après Jésus-Christ, avait bien vu toutes les ramifications de cet exercice. Je le cite, dans ce genre d'exercice, c'est-à-dire dans l'étopée, entre aussi l'espèce des discours de consolation, celle des discours exhortatifs et celle des discours épistolaires. Vous voyez, maîtriser l'étopée, en fait, eh bien, ça permet de dominer les fonctions émotives et expressives du discours. Dans la mesure où, comme le précise un autre rhéteur, Nicolaos de Myra, qui date du 5e siècle, dans ses Progymnasmata, dans la mesure où l'étopée exerce au style épistolaire, où l'on doit tenir compte du caractère de l'expéditeur et celui du destinataire, nous dit-il, eh bien, cet exercice développe tout particulièrement la maîtrise de l'art de la lettre, genre que seront amenés à pratiquer nos élèves dans leur vie d'adulte, dans un cadre privé aussi bien que professionnel. La nécessité de savoir composer des lettres devait souvent donner à l'enseignement du grammatikos un tour pratique, expliquant que l'on ait retrouvé tant d'esquisses de lettres dans les papyrus qui sont considérés comme scolaires. Il est possible que Dioscore y ait formé aussi ses élèves à partir d'un autre papyrus, et c'est le dernier dont je vous parlerai aujourd'hui. Il s'agit d'un rouleau qui contient 4 documents, une espèce d'anthologie. Alors, le premier est une pétition, c'est-à-dire une plainte. Il ne faut pas prendre le terme de pétition en Antiquité dans le sens du mot pétition aujourd'hui. C'est une plainte adressée par Flavius Aurapollon à un fonctionnaire de police pour se plaindre des agissements de sa femme, qui est partie de la maison en la dévalisant. Bon. C'est des choses qui arrivent. Alors, le premier est une pétition. Ce premier texte, donc, est une pétition, alors que les 2 textes qui suivent sont des lettres, l'une envoyée par Jean à l'évêque Apaképhalon, qui est peut-être un évêque d'Antiopolis du début du VIe siècle, et l'autre est une lettre adressée par un notarios, qui ne veut pas dire à cette époque notaire, mais tachygraphe, ou sténographe, si vous voulez, à un confrère. Alors, une dernière lettre se trouve à la fin du rouleau, mais elle est malheureusement dans un tel état de conservation qu'elle est pour l'instant encore inédite. Elle a résisté encore aux efforts de déchiffrement. Alors, comme nous l'avions vu il y a 2 ans, l'écriture très calligraphique adoptée par Dioscore pour cette collection de textes qu'il a écrit de sa main, qui est d'ailleurs très proche de l'écriture qu'il adopte pour la vie d'Isocrate que je vous ai montré à l'instant, eh bien, cette écriture très nette, très calligraphique, montre qu'il ne s'agit pas d'un recueil de documents qu'il aurait constitué pour une affaire quelconque, mais bien d'une anthologie de pièces destinées à servir de modèle, et qu'il a recopié comme s'il s'agissait en fait de modèles littéraires. Alors, la pétition, justement, n'a pas pour auteur n'importe qui. Il s'agit du célèbre philosophe et grammairien Aurapollon, qui vivait au Ve siècle et dont je vous parlerai à partir de la semaine prochaine. Par ailleurs, si on ne connaît pas vraiment les auteurs des 2 lettres qui suivent, eh bien, on ne peut être que frappé par leur style sophistiqué, par la présence dans chacune de citations homériques qui en font de vrais modèles de style épistolaire,
en tout cas du style épistolaire qui était à la mode à l'époque. Et la traduction de la deuxième lettre vous donnera une idée de son caractère rhétorique tant apprécié à l'époque. Lorsque j'ai reçu la révérée lettre de votre intime amitié, c'est comme ça qu'on s'exprimait à l'époque. On aimait bien les substantifs abstraits. On ne parle pas de son père, mais de sa paternité. Je ne me suis pas peu réjoui de l'habileté rhétorique qu'elle contenait, contre laquelle je suis dans l'incapacité de pouvoir même fournir une réponse à cause de mon ignorance des lois de la rhétorique. Comme il a été dit par l'antique poète, eussé-je 10 langues et eussé-je 10 bouches, et là vous reconnaissez une citation de l'Iliade, mais sachant et étant bien persuadé que l'amitié qui nous lie ne s'arrête pas seulement à des lettres et des paroles, mais qu'elle tient à ce que vous connaissez mes pensées, même si je ne suis pas capable pour l'instant de les exprimer, je n'éprouve à ce sujet aucune inquiétude. Ainsi que votre amitié soit priée et maintenant suppliée par moi de m'envoyer sans cesse par écrit de vos nouvelles, à moi qui ai toujours devant les yeux le souvenir de votre personne imprimée en moi et qui prie pour bénéficier chaque jour de votre écoute bienveillante qui est ouverte à toutes. Tous, portez-vous bien, maître. Là, vous avez un exemple tout à fait caractéristique du style épistolaire byzantin. C'est-à-dire qu'on parle, j'allais dire pour ne rien dire. Non, on dit quelque chose, mais vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de contenu concret. On exprime ses sentiments, on renforce un lien, mais voilà, il n'y a pas de concret dans cette lettre. Alors cette anthologie a pu servir à Dioscore pour ses propres besoins. Dans la gestion de ses affaires, celle de son village, il a dû écrire de nombreuses lettres, ainsi que de nombreuses pétitions aussi, surtout quand il est devenu notaire. On en a un certain nombre d'exemples qui ont été retrouvés dans la jarre. Mais il n'est pas impossible aussi que cette anthologie ait pu servir dans le cas d'un enseignement qui dispensa. On notera d'ailleurs que la citation homérique de la lettre de Jean à Pacéphalo a fait l'objet d'une correction du même genre que celle qui truffe son exemplaire de l'Iliade. Regardez ici. Donc là, vous avez le texte, qui est une citation de l'Iliade, « Puisses-tu être immortel et pour toujours à l'abri de la vieillesse ?» Et vous voyez que le mot qui a d'abord été écrit agéros, avec un oméga, a été corrigé avec un alpha qui a été rajouté au-dessus de la ligne et un omicron à la place du oméga. Il se trouve qu'agéros est la leçon d'un ancien éditeur d'Homère, Aristarque, tandis que agéraos est la leçon que l'on garde maintenant dans le texte d'Homère. Alors, une dernière pièce du puzzle. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que ce papyrus serait le dernier. En fait, je me suis trompé, c'est l'avant-dernier. Je vous en présentais encore un autre. La jarre de Dioscore contenait un papyrus dont l'interprétation a toujours posé problème. Il s'agit d'un feuillet contenant sur une face une déclaration qui se finit de façon abrupte au verso et suit un texte étrange dont la nature n'est pas claire et dont je voudrais vous proposer une traduction. C'est d'ailleurs la première qu'on ait tenté de faire. Alors, ça commence malheureusement par une lacune. Ça commence par « se réjouit ». Je pense qu'en fait, il faut y restituer le mot, enfin, l'expression « la province de Thèbes ». La province de Thèbes se réjouit d'avoir trouvé son pilote et d'avoir enfin atteint, même tard dans la tempête, la bonasse tant souhaitée. Les souffrances causées par les précédents gouverneurs prennent fin, pour le plaisir de tous. Ainsi, le sycophante, s'occupant de lui-même, et non des autres, sous-entendu, recommande à sa nature soit de se réformer volontairement, soit de céder au nouveau contexte d'intégrité. L'individu cupide, lui, changera son naturel insatiable en adoptant le comportement d'un homme qui se contente de ce qu'il a. Il est devenu de lui-même son propre professeur, se prémunissant contre le danger avant même d'en faire l'expérience.
Quant aux barbares du voisinage, vous savez que le sud de l'Égypte était souvent l'objet de razzias de la part de populations qui venaient du sud de la Nubie, les Blémis, les Noubades, etc. Donc, quant aux barbares du voisinage, apprenant qu'il n'y a pas d'effusion de sang, mus par la crainte, et avant que tu n'agisses, toi, le gouverneur, ils jettent pour eux-mêmes les fondements de la paix, la considérant comme la cause de leur salut et l'acceptant avec plaisir. Décision pleine de prévoyance et qui attire sur eux, non sur nous, les plus grands bienfaits. Protégez-nous donc, même dans ces circonstances, ô vous, en toute chose le plus philanthrope, en chassant du pays ceux qu'on appelle les bucellaires, qui sont des unités plus ou moins paramilitaires, hommes qui louent leur service pour des coups de main contraires à la loi et qui voient leur propre profit dans le labeur d'autrui, en ne laissant pas le serviteur en armes agir en toute liberté, lui qui accroît plutôt qu'il ne diminue la malfaisance du grand propriétaire, mais en ordonnant que le simple particulier vive dorénavant comme un simple particulier, sans user du fer contre ses congénères, et que nul ne subisse de contraintes en violation des ordonnances impériales. Voilà ce qui plaît au Dieu sauveur, ce qui préoccupe la fortune qui gouverne l'univers, et que vous recherchez, vous aussi, par l'application des lois, car la crainte de l'empereur aussi met une entrave à tous ces abus, en fortifiant la crainte au moyen de lois et en faisant de vous le rigoureux gardien des lois. Alors, qu'est-ce que ce texte ? Jean Maspero y voyait un brouillon de requête, de pétition, adressée à un fonctionnaire. Mais rien dans ce texte ne relève du formulaire très codifié de la pétition. Un autre papyrologue, plus tard, Harold Bell, a préféré y voir un discours d'éloge à un duc nouvellement nommé, composé donc par Dioscore. Mais en fait, il ne s'agit pas de sa main. Ce n'est pas son écriture. Serait-ce un exercice de rhétorique que Dioscore aurait demandé à un de ses élèves de composer sur le thème discours d'éloge d'un nouveau gouverneur? Bon. Vous savez que les gouverneurs changeaient régulièrement et qu'à l'occasion de leur intronisation ou de leur adventus, il était d'usage de composer des éloges. Si c'était le cas, nous aurions affaire à un type d'exercice qui est surtout du ressort du maître de rhétorique et non du maître de grammaire. Mais nous avons vu que les niveaux pouvaient s'interpénétrer, que le grammaticos anticipait certains des exercices qui étaient l'apanage de l'enseignement du sophiste. Par ailleurs, une autre main a immédiatement fait suivre le texte que je viens de vous lire d'un brouillon de lettres non terminées, ce qui est en bleu, ici. Suivi à son tour d'un ajout fait par le rédacteur du premier texte, destiné donc à s'insérer dans la dernière phrase de son discours. Serions-nous en face d'une série d'exercices de composition, l'un d'un éloge en prose d'un nouveau gouverneur, l'autre d'une lettre, tous deux réalisés sous le contrôle de Dioscore? Alors, ce n'est là qu'une hypothèse que j'avance avec beaucoup de prudence, mais que je n'ai pas résisté au plaisir, malgré tout, de vous signaler, et qui vient s'ajouter aux nombreux autres indices que je vous ai présentés. Alors, il est temps de conclure. Mis bout à bout, les papyrus de Dioscore suggèrent fortement que celui-ci, dans les années 560-570, a dispensé auprès de plusieurs élèves un enseignement du type de celui qu'on attend d'un grammaticos. Cette activité à laquelle le prédisposait sa formation et sa connaissance de la poésie, et ensuite par son statut de professionnel de l'écrit qu'il acquit en devenant notaire, cette activité a dû être sans nul doute privée à destination de ses enfants ou des membres de sa famille. Il devait en être souvent ainsi, et les circonstances, semble-t-il, difficiles du séjour de Dioscore à Antinopolis, loin de son village, expliquent peut-être aussi qu'il ait fait office de précepteur pour ses enfants,
qui ont dû certainement le suivre. On sait par 2 papyrus que je vous présenterai l'an prochain que son fils Pierre suivait les cours d'un maître de calcul ou de comptabilité à l'école publique d'Antinopolis dans ces années-là, précisément au moment où Dioscore y était et y a donné ses cours. Et cet enfant était tout à fait en âge de recevoir des cours de grammaire. Mais au-delà de ces considérations anecdotiques, ce qu'il faut retenir, c'est que Dioscore, à son modeste niveau, entre dans cette catégorie typique de l'Antiquité tardive de poètes qui ont en même temps exercé une activité d'enseignement et ou d'hommes d'État ou d'hommes publics. Phénomène qui a été remarquablement mis en lumière dans un article de 1965 par Alan Cameron et qui a été révisé en 2016. Wandering Poets. Ainsi, Pamprépios fut poète et enseignant à Athènes. Harpocration a été, selon Libanios, poète et le meilleur des professeurs. Héro Musée, l'auteur de cette délicieuse petite épopée, Héro et Léandre, que je vous suggère de lire si ce n'est déjà fait, en plus de son activité de poète, fut grammatikos, tout comme Ammonios et Ladios. Enfin, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, Palladas nous a laissé des épigrammes où il se plaint du dur métier de grammairien qui ne permet pas de se nourrir son homme. Je vous cite juste une épigramme qui est tirée du livre 9 de l'anthologie palatine. « La colère d'Achille m'a valu à moi aussi, funeste colère, d'être pauvre, car j'ai cultivé la grammaire. Que n'ai-je été avec les Danains, c'est-à-dire les Grecs, victime de cette fameuse colère avant que la faim ne cause ma perte. » Alors, quant aux poètes qui s'essayèrent à la vie publique, eh bien, on peut citer Olympiodore de Thèbes, Andronikos d'Hermopolis, Claudien d'Alexandrie, Syros de Panopolis et peut-être plus connu, Pamprépios, lui aussi de Panopolis, qui eut une chaire à Constantinople et dont les activités politiques finirent même par lui coûter la vie lors de la fameuse révolte d'Ilos contre l'empereur Zénon. Alors, bien sûr, Dioscore n'a été qu'un poète mineur, qui ne peut se mesurer à toutes ces illustres figures que je viens de vous citer. Il n'a exercé d'activité publique qu'au modeste niveau de son village, en tant que protocomète, mais c'est précisément parce que ce phénomène infuse jusque dans les milieux les plus obscurs qu'il est profondément caractéristique de la culture de l'Antiquité tardive. Une culture qui privilégie la poésie comme mode d'expression littéraire supérieur au point que celui qui sait la manier possède une forme d'expertise, de compétence suprême qui en fait un modèle à la fois intellectuel et social, les deux allant de pair, qui le rend apte à agir au niveau de l'école comme de la cité, autrement dit à enseigner à l'école autant qu'à remplir des fonctions administratives ou publiques. Cette symbiose entre création et enseignement, qui explique que Dioscore ait consacré une partie de sa production poétique à des poèmes d'école et qu'il ait choisi les livres de sa bibliothèque en fonction des programmes scolaires, cette symbiose est révélatrice d'une culture qui se restreint de plus en plus au canon scolaire, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Quant à la connexion entre poésie et pouvoir, eh bien, c'est aussi un phénomène qui participe des valeurs de la société de l'époque. Dioscore le dit à sa façon, d'ailleurs, dans les éloges versifiés qu'il offrit à de hauts fonctionnaires pour attirer sur lui leur attention, et je dirais même leurs attentions, en leur demandant d'intercéder pour lui. Ainsi, un certain Romanos, dignitaire constantinopolitain, est célébré comme étant doué d'une maîtrise dans l'art de l'éloge que son talent naturel a poussé à la perfection, totalement habité d'une éloquence qu'anime une vaste pensée, serviteur des muses, au point que Dioscore ajoute « Je vois en toi un nouvel Homère, un nouvel Arès ». Vous voyez, le pouvoir militaire que symbolise Arès est ici combiné
en la personne de Romanos, au talent de la poésie, qui à cette époque est avant tout encomiastique, c'est-à-dire d'éloge, d'où le vers doué d'une maîtrise dans l'art de l'éloge. À un certain Paul, chancelier du préfet du prétoire, Dioscore n'hésite pas à dire « Nul besoin de célébrer Homère et les muses dansantes, c'est ton très illustre nom qu'il est préférable de chanter, car il est la grâce et la fine fleur de l'éloquence. » Vous voyez, cette fois-ci, eh bien, le récipiendaire est plus qu'Homère, il le dépasse et rend inutile qu'on le célèbre. Dorothéos le Silenciaire, qui est un haut fonctionnaire peut-être à Constantinople, est dit fiancé séduisant entre tous de la très belle Calliope. Calliope est la muse de la poésie épique. Domninos, chancelier du préfet du prétoire, a, nous dit Dioscore dans un poème qu'il lui adresse, a surpassé Orphée, fils de Calliope, etc., etc. Derrière la flagornerie qui est inhérente au genre de la poésie encomiastique, eh bien, se dessine le portrait idéal que la société de l'Antiquité tardive se fait de sa fonction publique. Imbu de culture littéraire est capable à son tour de la mettre en pratique dans des écrits qui se font remarquer par leur éloquence et par leur forme. C'est d'ailleurs leur talent de poète qui leur ont bien souvent valu d'être nommés à des postes élevés. Claudien, le poète Claudien, n'a-t-il pas été récompensé de ses éloges par un poste de tribunus et notarius? Pamprépios, dont j'ai parlé, n'a-t-il pas été gratifié pour ses panégyriques de la questure du palais sacré et du consulat honoraire? Julien l'Égyptien, auteur de nombreuses épigrammes qui sont rassemblées dans l'anthologie grecque, n'a-t-il pas été élevé à la préfecture du prétoire? La liste pourrait être allongée. Tant le pouvoir impérial s'est plu à récompenser le talent littéraire, non pas seulement en reconnaissance des éloges reçus, ou dans le but, disons, de bénéficier d'un moyen de propagande que peuvent représenter ces poètes, mais surtout à cause de l'importance primordiale accordée à la culture littéraire. Cette culture qui, plus que jamais, incarne l'idéal de la parfaite humanité, là je cite Henri-René Marou, cette culture bénéficie d'une telle considération qu'elle est jugée supérieure à tout savoir technique, savoir technique que nous semblerait exiger aujourd'hui ces postes élevés de l'administration impériale. Et toute proportion gardée, au niveau provincial, Dioscore lui-même est la preuve vivante de ce phénomène. Ses compétences poétiques, bien qu'élémentaires, l'ont très probablement aidé à obtenir le poste de notaire qu'il occupa lors de son séjour en Antinopolis. Nous savons en effet que c'est par un poème qu'il a demandé ce poste au gouverneur. Je vous cite juste 2 vers. « Prenez, ô mon maître, la décision suivante, accordez à votre serviteur, c'est-à-dire moi, Dioscore, une place de notaire dans la cité, à lui qui servira toujours vos désirs et qui n'aura d'autres ailes que de se faire leur esclave. » Et on sait que Dioscore, que ça a réussi, puisque Dioscore est devenu notaire. Alors, le gouverneur a-t-il été convaincu par les talents poétiques de Dioscore? Si c'est le cas, il fut peut-être très indulgent. L'intérêt de la figure du dossier de Dioscore Grammatikos, enfin de la figure de Dioscore Grammatikos réside aussi dans les lumières qu'il apporte sur les objectifs que se fixe l'enseignement d'alors. On pourrait croire que les standards retenus par les maîtres sont ceux d'un âge révolu, que l'école se crispe sur un patrimoine éculé, un patrimoine sclérosé, en décalage avec les nouvelles tendances de la société. Qu'avait encore à dire Homère ou Ménandre au sujet d'un empire désormais chrétien et dont l'hellénisme, renouvelé par les valeurs de la nouvelle religion, tournait le dos à la Grèce archaïque ou à la Grèce des cités? On aurait bien tort de poser le problème en ces termes.
L'enseignement du grammatikos, qui persiste effectivement à commenter les vieux auteurs, est plus que jamais tourné vers la pratique et les valeurs qu'il défend. Cet enseignement est en phase avec les exigences de la société civile. Pratique, il l'est dans sa volonté d'inculquer une maîtrise de la langue et une initiation au monde des chiffres qui soit la plus pragmatique possible et qui passe, comme on l'a vu, par des tables de conjugaison ou de conversion de mesures. Mais l'enseignement littéraire visait aussi l'efficacité. En l'occurrence, l'acquisition d'une expression qui satisfasse la conception qu'on se fait alors du bien dire, qu'on se fait alors du bien écrire. Une expression qui se soumette aux règles de la rhétorique toute puissante, codifiée par les manuels et dont on recherche les modèles chez les vieux auteurs, comme Homère et Ménandre. Les exercices préparatoires proposés par les manuels et repris par les enseignants ne visent pas à enfermer l'élève dans une scolastique rhétorique, mais au contraire à l'armer face aux diverses situations d'énonciation qu'il aura à affronter plus tard. L'une d'entre elles, peut-être la plus courante, en tout cas la plus valorisée justement, est l'activité épistolaire. Savoir écrire une lettre est indispensable dans les rapports avec les proches, tout comme dans sa carrière professionnelle. C'est entre autres ce que vise la pratique de l'étopée, mais plus largement les grandes œuvres étudiées à l'école, et spécifiquement les auteurs qui se trouvaient dans la bibliothèque de Dioscore et dont on a vu qu'ils les avaient enseignés. Non seulement leurs œuvres regorgent d'expressions ou de maximes qui peuvent être avantageusement citées dans une lettre, par exemple, comme le font les 2 lettres de l'anthologie que s'est constituée Dioscore, à une époque où la citation est un procédé qui est valorisé dans l'art épistolaire, mais elles sont désormais abordées comme des modèles rhétoriques. Ces œuvres, elles sont considérées comme des modèles rhétoriques dont l'imitation peut servir dans plusieurs situations, dont la rédaction d'une lettre ou de genre apparenté comme une pétition. Savoir argumenter, exhorter, consoler, jouer sur les cordes du pathos, tout en s'adaptant à l'éthos de la personne à qui l'on écrit, telles sont les principales exigences de l'art épistolaire auxquelles la pratique, en premier lieu d'Homère ou de Ménandre, permet de se conformer. Les théoriciens de la rhétorique et les rédacteurs de manuels de progymnasmata, qui commencent à pubuler durant l'époque impériale et la fin de l'Antiquité, j'en ai cité plusieurs, Théon, Aftonios, le pseudo-Hermogène, Nicolaos de Myra, etc., tous ces gens ne cessent de juger les auteurs classiques à l'aune des schèmes rhétoriques et de les citer comme modèles. Ces modèles sont d'ailleurs marqués du sceau de l'ancienneté, de la paideia classique, raison pour laquelle les œuvres modernes, notamment les meilleures pages des écritures bibliques, des penseurs ou des prédicateurs chrétiens, ils sont absentes. Tout comme d'ailleurs nous n'avons trouvé aucune trace de ces textes chrétiens dans l'enseignement de Dioscore, même si la jarre de Dioscore ne contenait que les vieux papiers ou les vieux livres dont on a bien voulu se débarrasser. J'aurai l'occasion de revenir sur la question des rapports du christianisme et de l'enseignement rhétorique dans les 2 derniers cours de cette année. Bref, il n'est pas exagéré de dire que ces auteurs deviennent, d'une certaine façon, dans les mains des maîtres de grammaire et d'éloquence, des manuels de rhétorique. On y recherche moins l'émotion ou le plaisir de la lecture qu'un ensemble de techniques à appliquer, de modèles à reproduire. J'espère que vous comprenez maintenant tout ce que recouvre l'expression scolarisation de la culture avec laquelle j'ai commencé ce cycle de cours cette année. Je vous remercie.